Le lundi 20 janvier 2025, Donald Trump va prêter serment comme le 47e président des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer après sa prestation de serment? Quel type d'immigrants sont la principale cible de la politique d'expulsion de Donald Trump? Je fais cette vidéo car il y a plusieurs vidéos qui circulent. Ces vidéos qui sont animées par des gens qui généralement ne sont pas des juristes, mais créant la panique et surtout la psychose au sein de la communauté d'immigrants. Alors, je fais cette vidéo pour tenter de répondre à un certain nombre de questions qui créent souvent la désinformation au sein de la communauté d'immigrants. La première question, c'est une question d'actualité et celle de savoir quel type d'immigrants sont en haut risque d'être expulsés par la politique de Donald Trump en 2025. La deuxième question est celle de savoir qui sont les méchants. Est-ce que ce sont des démocrates ou alors ce sont des républicains? Nous allons tenter de répondre à cette question. Et puis la troisième question est celle de savoir est-ce que le fait de vivre dans un État ou dans un autre peut-il être favorable pour l'obtention d'un document? Qui sont la première cible de Donald Trump lorsqu'il prendra le pouvoir le 20 janvier 2025? Alors, premièrement, vous êtes venu ici avec un visa d'études. Vous avez un visa d'études en cours, ça ne vous concerne pas. Vous êtes venu avec un visa de visiteur, ça ne vous concerne pas. Vous êtes venu ici en traversant les territoires américains, illégalement arrêté et puis aussi on vous a libéré, on vous a demandé de passer devant un juge fédéral, ça ne vous concerne pas. Vous êtes venu ici, vous avez comme visiteur, vous avez fait la demande d'asile, vous avez passé la première interview devant un officier d'immigration, vous avez échoué, on vous a demandé d'aller devant un juge fédéral, vous avez échoué. Vous avez passé, vous avez fait l'appel, vous avez échoué, on vous a demandé de quitter le territoire américain. Ce sont ces gens qui sont en situation irrégulière qui sont la première cible de Donald Trump. Lorsque vous êtes en situation irrégulière, c'est à ce moment-là que vous êtes à haut risque d'être expulsé. Non pas les gens qui sont ici, comme je l'ai mentionné, comme demandeurs d'asile, comme ils ne sont pas en situation irrégulière parce que leur procédure est encore en cours. Alors, la première question a des sous-questions. La première sous-question est celle de savoir si la politique d'expulsion a commencé avec Donald Trump. La réponse est non. Nous savons très bien que la politique d'expulsion a commencé depuis le 19e siècle. Alors, plus récemment avec un certain Barack Obama, qui est un démocrate, ça va vous choquer, mais il a expulsé plus de gens que Donald Trump. Rien que pour son premier mandat, M. Barack Obama a expulsé plus de 1 200 000 individus. Alors que Donald Trump, pour son premier mandat, il a expulsé par plus de 800 000 individus. Alors, une autre question est celle de savoir si la politique de construction du mur ou alors l'élargissement du mur a commencé avec Donald Trump, parce qu'il fait souvent de bruit sur cette question. La réponse est aussi non. Le premier mur ou la construction du premier mur a commencé entre 1909 et 1911. C'est le mur entre les États-Unis et le Mexique. Et ça va encore vous choquer, mais à partir de la promulgation de la loi du 19 août 1935 sous Franklin Delano Roosevelt, qui était un démocrate. Cette loi qui a permis au niveau fédéral de pouvoir construire, c'est une autorisation de construire le mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc vous-même, vous allez comprendre, faites vous-même vos analyses et pouvoir faire votre conclusion. La troisième sous-question de la première question est celle de savoir est-ce qu'il existe-t-il de mécanismes pour protéger les gens qui sont en situation irrégulière? La réponse est oui. Il faut d'abord savoir que les institutions américaines sont des institutions fortes. Ça veut dire que le président américain ne peut pas seulement abuser de son pouvoir. Alors, le premier mécanisme, on peut citer, c'est ce qu'on appelle le Judicial Review. C'est quoi le Judicial Review? Cette Judicial Review a été créée par le juge de la Cour suprême des États-Unis au 19e siècle.
avec l'affaire Marbury and Madison. Ici, la Cour crée une jurisprudence qui permet aux juges de pouvoir examiner et déclarer une loi ou une décision inconstitutionnelle lorsque cette décision n'est pas conforme à la Constitution américaine. Donc déjà, par exemple, plus récemment, Donald Trump a pris une décision lorsqu'il était au pouvoir le 27 janvier 2017. Il a pris ce qu'on a appelé Muslim Travel Ban. Ici, Donald Trump avait ciblé le ressortissant de certains pays musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette décision a été bloquée par le juge fédéral sur base de ce principe de judicial review. Donc ici, il ne pouvait rien faire. Un autre mécanisme important, c'est le mécanisme aussi du contrôle parlementaire du Congrès. Ici, Donald Trump prépare à pouvoir, par exemple, abroger la loterie ou le DV. Mais encore, il faudrait aussi voir le Congrès pour qu'il puisse décider de cette décision. Il ne pourra pas le faire seul. Un autre aussi mécanisme important, c'est la Constitution américaine. La Constitution américaine protège tout le monde qui existe ou qui vit sur le territoire américain. Par exemple, si vous lisez, vous allez suivre une vidéo sur mon article où je publiais sur ça, cette question. Mais au moins, par exemple, le 5e amendement qui parle de due process. Donc, les undocumented ou alors les gens qui sont en situation irrégulière, ils ont le droit de pouvoir évoquer cette procédure de due process. Un autre aussi élément important, c'est le 6e amendement qui permet à ce que ces gens qui sont en situation irrégulière d'avoir un avocat, le droit d'avoir un avocat. Et aussi un autre important, c'est aussi la question de l'unification familiale. Ici, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui sont ici en situation irrégulière, mais qui ont des enfants américains. Alors, qui ça dit? Est-ce que doit-on expulser ces gens et laisser leurs enfants mineurs aux États-Unis? C'est ce qui a été même la politique, a été même un débat sous le mandat de Donald Trump, parce qu'on parlait de la séparation de famille. Alors, ce sont des mécanismes qui peuvent protéger les gens qui sont en situation irrégulière. Alors là, je vous renvoie chercher un avocat d'immigration qui pourra plaider votre cause si vous êtes en situation irrégulière. Alors, la deuxième question est celle de savoir qui sont durs en matière de la politique d'immigration. Est-ce que ce sont des démocrates ou alors ce sont des républicains? Nous allons tenter de répondre à cette question. Nous n'allons pas remonter jusqu'au début de la création des États-Unis, mais plutôt nous allons commencer à partir des années 80. Et pourquoi les années 80? Parce que les réformes qui ont été effectuées des années 80 ont encore des effets jusqu'à présent. Alors, ça commence le 6 novembre 1986. Un certain Ronald Reagan, un républicain, décide de promulguer la loi sur la réforme et le contrôle de l'immigration. Et dans cette loi, il décide de légaliser toute personne qui était en situation irrégulière aux États-Unis. Et Ronald Reagan dit ceci: à partir de cette loi, nous avons donné la chance à toute personne qui vivait dans la clandestinité de pouvoir sortir, parce qu'ils ne peuvent pas sortir à ce moment ici. Et cela les a empêchés de pouvoir accéder à certains avantages d'un pays démocratique. Mais à partir de cette loi, ils pourront sortir, travailler, et s'ils veulent bien devenir américains. Ça, c'est un républicain. 10 ans plus tard, un certain Bill Clinton, lui, c'est un démocrate. Lui, il décide de promulguer la loi sur la réforme de l'immigration illégale et la capacité ou la responsabilité des immigrants. Vous comprenez même le titre de cette loi, c'est une loi tellement dure. Nous allons parler un peu de ses caractéristiques. Dans cette loi, premièrement, d'abord, la loi de 96 essaie de durcir. Avant 96, un demandeur d'asile avait 2 semaines après le dépôt de sa candidature d'asile de pouvoir
faire l'application de permis de travail. Mais à partir de cette loi, il faut attendre 5 mois. C'est cette pratique qui existe jusqu'à présent. Deuxième caractéristique de cette loi, on enlève l'assistance sociale au niveau fédéral au renvoi aux États. Donc les États sont indépendants de décider s'ils peuvent assister les demandeurs d'asile. C'est pour cette raison que vous voyez aux États-Unis, certains États, ils sont plus sociaux que d'autres parce que les États sont indépendants. Troisième caractéristique, on donne une liste des infractions. Lorsque vous commettez ces infractions, vous êtes passible de déportation. Et on inclut à cela aussi le résident permanent. Si vous êtes résident permanent et que vous avez commis parmi ces infractions, une liste de ces infractions, vous avez commis l'une d'elles, vous êtes aussi passible de déportation. Donc voilà un peu, à partir de ces comparaisons, vous pouvez vous-même décider. Et alors, vous décidez qui sont le plus durs. Est-ce que ce sont de démocrates ou alors ce sont de républicains? Il est aussi important de savoir sur la deuxième question que à partir de Bill Clinton, nous avons parlé de Bill Clinton, nous avons parlé de Ronald Reagan, mais lorsque Barack Obama arrive au pouvoir, lui c'est un démocrate. Il décide dans son premier mandat de déporter, d'expulser plus de 1 200 000 individus dans son premier mandat. Alors que Donald Trump, qui est un républicain, dans son premier mandat, malgré ce bruit, il a déporté moins de 800 000 individus. Donc, comprenez cela. C'est important de savoir cela. Et aussi, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a trouvé 5 centres de réception de demandeurs d'asile. Il n'a fermé aucun centre. Il a laissé tous ces 5 centres de demande d'asile. Et d'ailleurs, sous Donald Trump, il y a eu des gens qui ont eu des documents sous Donald Trump qui étaient demandeurs d'asile. Ça, c'est important. Mais lorsque Biden arrive, lui, c'est un démocrate. Il décide plutôt de fermer 3 centres de réception de demandeurs d'asile et que actuellement, on n'a que 2 centres de réception de demande d'asile. Donc, comprenez vous-même, vous allez faire un peu la comparaison et conclure vous-même alors qui sont bons ou qui sont plus durs en matière de la politique d'immigration. Est-ce qu'ils sont de démocrates ou alors ce sont de républicains? Mais une chose importante à savoir, à souligner, et que surtout pour le juriste savent très bien que le fait de faire le bruit, c'est que Trump fait souvent, ne veut absolument rien dire. Faire le bruit est différent de pouvoir prendre une décision d'une loi, écouler une loi qui va avoir des effets néfastes sur les individus. Donc, vous-même, vous allez essayer de faire la conclusion, de savoir qui sont le plus durs en termes de la politique d'immigration à partir des années 80 jusqu'à présent. Est-ce que ce sont de démocrates ou alors ce sont de républicains? Alors, la troisième question est celle de savoir si le fait de vivre dans un État particulier peut-il avoir un effet favorable sur la procédure de demande d'un document légal aux États-Unis? La réponse est non. D'ailleurs, je vous renvoie à ma première vidéo où je parlais un peu de comment pratiquer le droit aux États-Unis, où je parlais de la division, la summa-division, la grande division. Alors, j'avais expliqué que l'article 1er, section 8 de la Constitution américaine, énumère les compétences du gouvernement fédéral. Et parmi ces compétences, vous trouvez l'immigration. Donc, l'immigration tombe sous l'égide du gouvernement fédéral. Seuls les agents fédéraux peuvent vous donner le document. Ce sont eux qui peuvent traiter sur le dossier d'immigration et non pas les États. Donc, vous pouvez vous retrouver à Maine, vous pouvez vous retrouver à Georgia, vous pouvez vous retrouver à Texas ou ailleurs. Cela n'a aucun effet sur la procédure des demandes d'immigration. Par contre, vous pouvez trouver dans l'État de Maine ou alors dans l'État de la région de Maine ou Massachusetts où il y a un juge ou alors peut-être il y a un officier d'immigration qui est un peu plus gentil envers les immigrants et alors il octroie des documents plus facilement. Là, ça peut arriver. Mais cela n'a aucun effet sur les États. Donc, chaque juge, chaque officier traite les dossiers cas par cas.
Donc, s'il faut donner conseil aux gens, ce n'est pas de demander de se déplacer d'un état à un autre pour avoir un document, mais plutôt de préparer bien son dossier pour passer bien son interview. Alors, la seule question, c'est d'avoir un juriste, un avocat qui peut vous aider à bien préparer votre dossier. Mais le fait de se déplacer d'un état à un autre n'aura aucun effet parce que les États n'octroient pas le document légal aux États-Unis. Ça, c'est important à savoir. Je crois que j'ai tenté de répondre à toutes ces 3 questions importantes qui souvent créent la désinformation, la peur, la psychose au sein des communautés des immigrants. Alors, si, comme je l'ai dit, surtout pour ceux qui sont en situation irrégulière, cherchez un avocat. Cherchez quelqu'un qui connaît le droit d'immigration aux États-Unis pour vous aider à pouvoir vous en sortir. Ces gens-là qui sont bien formés et peuvent bien plaider votre cause. Si vous trouvez que cette vidéo est importante, essayez de partager cela et ça pourra peut-être aider quelqu'un, un ami, un frère qui est dans la même situation. Si vous avez des questions à nous poser, vous avez notre email qui est là et notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous écrire et aussi donner votre commentaire ou peut-être poser une question. Portez-vous bien. À la prochaine.